Bonjour à tous, bonjour Paul Gara. Salut Rémi. Pour clôturer cette année 2024, qui est synonyme d'anniversaire pour le jeu de rôle, on a décidé de faire une émission sur le jeu de rôle. Et donc l'idée va être de remplacer, entre guillemets, c'est des, il y a des guillemets, évidemment, l'irremplaçable. Exactement, on ne remplace aucun jeu, on essaye de vous soumettre des nouvelles choses à tester et à découvrir. Et donc là, l'idée, c'est de remplacer Donjons et Dragons. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Ouais, tu l'as dit, c'est un anniversaire puisque Donjons et Dragons a été créé en 1974, C'est la ça. première édition. Parce que déjà, on peut déjà dire qu'on peut remplacer la première édition de Donjons et Dragons par la 5e édition. Alors, 5e Qui édition. est énormément jouée. Exactement, qui est énormément jouée et qui en plus est en train d'être renouvelée par Wizards of the Coast, l'éditeur, par une nouvelle 5e édition, version 2024. Je 5 crois que points quelque chose. Alors je sais pas s'ils l'ont numérotée celle-là. Déjà qu'elle est arrivée très tardivement chez nous, la 5e édition. Oui. Je crois qu'elle a déjà en fait 10 ans aux États-Unis. Ouais, il me c'est semble, 2014. Voilà, 2014, la 5e édition. on voit en France toujours Et à la donc, pointe de la nouveauté. De ce que j'ai compris, celle-là va être donc numérotée 5e édition 2024. Ok, très bien. Voilà. Donjons et Dragons. Je te laisserai faire un petit historique, Oui, si mais tu bon, veux. globalement, on est sur un univers médiéval fantastique, Oui. imaginé par Gary Gygax et ses amis. Je n'ai pas tous les Gary noms. Gygax et puis Dave Aronson. Voilà. Voilà. Donc, Donc en 74, la création, la création officielle. première publication. Ouais. Et à la base, c'est pas du tout édité par Wizards of the Coast, mais par TSR, Tout à fait. La société qui qu'ils ont fondée et qui. Dont j'ai plus le nom, je sais plus. C'est à quoi Tactical, correspond je crois, le- quelque chose. l'acronyme. Et j'ai ramené mes vieux. D'origine, Exactement. voilà. Les originaux en français, évidemment. Voilà. Donc, je crois qu'en France, c'est arrivé en 79, Oh là là. il me semble, en français en tout cas, Ouais. 79 ou 80. Alors moi, je sais pas quelle année il y a dans celui-là, je ne sais pas. C'est 85, moi, tu vois, le mien. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais, il y a 74, 77, 78, 81, 83. Et là, c'est... Moi, j'ai cette version-là, qui est celle qu'on m'a offerte pour mes, du coup, 8 ans. Voilà. S'imagine la petite fille de 8 ans qui reçoit ça Des comme bouquins. cadeau de Noël ou d'anniversaire. Oh là là, sans couleur à part la couverture. Mais extraordinaire, parce qu'en plus, il y avait une aventure, il y a une aventure solo dans celui-ci. Ouais. Et je peux te dire que je l'ai faite un grand nombre de fois. Et je pense que je pourrais redessiner. Là, je sais pas si on voit vraiment à l'écran ou pas. Oh, si, Mais il y avait ouais. les morceaux de plan et tout. Et je crois que je peux redessiner quasiment le plan de tête. Ah oui. Voilà. Et si Ah oui, des ça t'a personnes marqué comme un moi ont petit peu. été traumatisées par le monstre rouilleur qui était à la salle de l'Ouest, qu'ils le disent dans les commentaires. Moi, c'était mon grand traumatisme. quand je jouais. Partagez votre Voilà, partagez votre. Non, c'était une grande découverte. Et je pense que c'est même probablement dans le top 3 des jeux qui ont le plus changé. Ah, ça a changé la la face face ludique. du jeu. Ouais, en fait. ouais, du jeu, Vraiment, ouais. ils ont apporté quelque chose de complètement nouveau. Et oui, 50 ans, il est encore là. Et la scène JDR n'a jamais été aussi active, Ouais. qu'elle soit. Il y a eu un gros renouveau, quoi. Enfin, là, Exactement. un très Ça fort fait essor, en fait. plusieurs années que il se passe plein de choses et plein de choses très intéressantes. On va en voir une toute petite partie, évidemment. Oui, on va un peu montrer aussi les évolutions de ce qui a été proposé après. C'est un peu l'idée aussi, parce que c'est vrai qu'il y a notamment aux États-Unis, le jeu de rôle est vraiment très associé à Donjons et Dragons. En France, c'est peut-être un petit peu moins vrai. Il y a eu d'autres licences qui ont eu beaucoup de succès. Mais ça reste quand même le jeu emblématique du jeu de rôle, en fait. Le titre emblématique et la licence. Et aussi, parce qu'on va en parler, ils ont fait une chose très maligne, c'est qu'ils ont fait ils ont fait l'OGL, donc qui permet de reprendre le système de Donjons et Dragons. Mais on va en rediscuter après. L'équivalent d'une licence open source, en fait, un petit peu. Un peu voilà, c'est un peu différent. C'est l'Open Game License. Ouais. Il y a toujours des variations, puisque même de l'open source, il en existe je ne sais combien des licences, mais voilà, l'idée c'était on va en de parler pouvoir un petit reprendre. peu après. Ouais. Okay, ça marche. Ouais, donc en fait, on le disait, c'est en 74, c'est Gary Gygax et Dave Aronson. En fait, l'origine de Donjons Dragons, c'est le wargame, clairement. Et l'idée, à un moment, ils ont cette idée de
finalement qu'en dehors même des phases militaires du wargame, on puisse imaginer qu'il se passe d'autres phases de jeu. Et de là naît l'idée qu'en fait, on aurait des personnages avec des quêtes à réaliser en dehors des phases militaires, proprement militaires. Et c'est situé dans un univers Medfan. On comprend que c'est plutôt Dave Hansen qui conçoit l'idée même du jeu de rôle, avec ses quêtes, le développement d'un personnage particulier et pas d'unité, voilà. Et aussi l'idée qu'il faut quelqu'un pour pouvoir arbitrer les conflits. Et d'où la naissance de la meneuse de jeu, de la maîtresse de jeu, etc. Pendant que Gary Gygax, lui, apparemment, est plus sur les règles, va traduire en fait des règles de combat, donc de wargame, en les adaptant pour cet aspect hors militaire, quoi. Et donc, comme tu disais, ils vont fonder TSR, donc j'ai retrouvé le nom, c'est Tactical Studies Rule, qui va éditer le jeu. Le jeu va énormément fonctionner, ça va être vraiment un énorme... un bouleversement dans le monde ludique. Et puis en 97, TSR va très très mal, 96, TSR va très très mal financièrement. Et en 97, ils revendent en fait à Wizards of the Coast. Voilà, qui eux ont déjà Magic et qui ont déjà beaucoup d'argent du coup. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu, on l'a dit, il y a plein d'éditions. Là, on a montré ceux qu'on avait, la première, je pense, une des premières éditions françaises. Aujourd'hui, on est à la 5e édition. On l'a dit, ça s'est jamais aussi bien porté, mais il y a eu... Le jeu a quand même suscité énormément de controverses dans les années 70-80, des ligues chrétiennes. France, voilà, et en France, avec un peu de décalage dans le temps, on a accusé le jeu d'être sataniste, voilà, de conduire des gens au suicide. Il y avait eu toute une histoire. Il y a un film. J'ai retrouvé qu'il y avait un film qui s'appelle, je vais vous retrouver le titre. Les monstres du labyrinthe, Mazes and Monsters, avec Tom Hanks, qui parle de l'histoire comme ça d'une personne qui se serait suicidée prétendument à cause du jeu de rôle. Il y a même eu des débats télévisés aux États-Unis où Gary Gygax lui-même était allé sur les plateaux pour répondre à des personnes qui étaient membres de ligues chrétiennes, justement pour défendre le jeu, quoi. Oui, et on a eu, il y a eu exactement les mêmes échos en France. Je ne sais pas si tu te souviens. Avec Mireille Dumas. Mireille Dumas, exactement. Avec malheureusement un gamin qui s'est suicidé aussi et dont les parents étaient venus témoigner en annonçant que c'était possiblement à cause du jeu de rôle parce qu'il jouait constamment dans la peau d'un personnage, etc. Tellement plus facile de rejeter la responsabilité des choses le jeu vidéo a vécu rend les gens violents, c'est bien connu. La télé, j'imagine, a dû vivre la même chose. Et la pornographie, c'est ça qui bien sûr qui incite les viols. Bien, c'est tout est voilà. Donc voilà, vraiment. Il y a à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, ça crée des controverses. Là, ça a été compliqué et dans un secteur qui était quand même un secteur de niche. Oui, bien sûr. Même si ça fonctionnait. Le jeu de rôle a eu très mal et en fait son image s'est redorée et je pense que maintenant c'est au contraire une image ultra positive, qui est même favorisée. On voit bien que partout on essaie de créer tu vois des initiations au jeu de rôle, y compris pas que dans les niches, les municipalités, les bibliothèques. J'organise beaucoup d'événements qui intéressent des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. Alors Donjons Dragons, c'est plus d'1 milliard de copies vendues. Et on le disait, ils ont un système d'OGL, donc l'Open Game License, donc qui doit dater de début des années 2000. Et en fait, ça permet de reprendre le système, parce que Donjons Dragons, c'est bien sûr l'univers et tout, mais c'est aussi un système de jeu. Et donc, ça permet de reprendre le système Donjons et Dragons, donc le système dit du D20, avec la particularité de ne pas avoir de redevance de licence à payer. Et l'idée, c'était de se dire que en fait, tu permets à des créateurs ou créatrices de reprendre ce système, la mécanique, et de l'adapter à leurs univers. Il faut qu'elles précisent bien qu'elles utilisent le système du D20. Il faut aussi qu'elles s'engagent à ne pas mettre de choses dans leur jeu qui nuiraient à la réputation en fait de Donjons & Dragons et de Wizards of the Coast. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, les joueurs et joueuses vont être confortables de jouer avec un système qu'ils connaissent déjà. C'est rassurant. Et puis pour Donjons & Dragons, c'est tout bénéfice, puisque de toute façon,
ils restent quand même les plus emblématiques Bien de la. sûr. Donc ça ne peut que leur apporter éventuellement d'autres Et la joueurs. plupart de ces jeux-là, en plus, sont estampillés soit OGL, soit 5e édition. Oui, ou enfin des 5E, systèmes, ou des 20 plutôt. 5E, ou enfin bon bref. Donc il y a toujours un élément qui rappelle, d'où vient le système. Et on se souvient qu'il y a 1 an et demi, il y avait eu une grosse controverse parce que on disait que, il avait fuité l'info qu'il voulait revoir l'OGL, la rendre surtout payante, hein, c'était ça le fond du sujet, parce que Wizard of the Coast, ça appartient à Hasbro, et que Hasbro est assez des problèmes, était assez déficitaire, tandis que je crois que Wizard of the Coast se porte plutôt bien. Et donc l'idée, c'était un peu de ramener plus de bénéfices sur cette branche-là. Au final, il y a eu un tel, il y a eu vraiment, il y a eu, ça a beaucoup fait couler d'encre. Il y a eu une forte mobilisation de la communauté, des gens parce qu'aux États-Unis, pas qu'aux États-Unis, mais il y a un système de Beyond D&D où tu peux t'abonner pour jouer et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont retiré leurs abonnements en signe de protestation et tout. Oui, et puis plein d'éditeurs qui ont dit nous on peut plus l'utiliser bientôt, donc on utilise notre propre système. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus en arrière et ils n'ont pas choisi de rendre l'utilisation de la licence payante. D'autant que dans mon souvenir, ça allait même un petit peu plus loin que ça, puisque à partir du moment où tu utilisais la licence, même pour montrer du jeu, tu devais payer une redevance. Et donc, ça mettait à mal aussi tout le système d'Actual Play. Puis toutes les créations en cours, tous les gens qui avaient développé des jeux avec ce système-là et qui se retrouvaient avec une rupture contractuelle quasiment, parce que quasi contractuelle. Ils ne pouvaient plus utiliser. Voilà. Bien. Et donc, non, on peut toujours jouer à Donjons Dragons. Tout à fait. Même si on va voir que c'est un système qui a aussi ses limites, qui est beaucoup plus simulationniste parce qu'il est hérité du wargame. Il vient de là, qui est un peu plus lourd, qu'on est allé progressivement aussi vers des systèmes plus légers. Même si la V5 finalement est déjà une version plus allégée de ce que ça a pu être. Mais c'est toujours cool de jouer à Donjons Dragons. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Bien sûr. Et donc du coup non, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des autres jeux de rôle qu'on aime beaucoup. Exactement. Et un peu différents, qu'on encourage les joueurs et joueuses à aller découvrir également. Tout à fait. S'ils veulent avoir une vision peut-être plus large en fait de ce que peut proposer le jeu de rôle, tant dans les univers que dans les mécaniques. Que dans les systèmes, parce que le jeu de rôle, ça reste quand même même s'il y a des jeux très narratifs aujourd'hui, ils ont toujours une base mécanique. Il faut pas en réalité on peut toujours un peu s'affranchir des règles dans le jeu de rôle si on le veut, mais en réalité la base mécanique, elle sous-tend l'univers et elle sous-tend ce que les auteurs et autrices veulent faire vivre aux joueurs et joueuses. Et c'est effectivement ça, le système est quand même là pour porter l'univers et porter les joueurs dans cet univers-là. Donc effectivement, on peut s'en affranchir, ou en tout cas s'en affranchir en partie, mais si le système est là, c'est qu'il a été réfléchi et pensé pour ce jeu-là, et donc a priori il faut essayer de l'utiliser. Alors après, je vais faire un appel aussi. Voilà, j'ai déjà fait cet appel et on m'a déjà répondu partiellement. J'avais un scénario qui s'appelle Le Château d'Ambreville, qui est très fortement inspiré de Clark Ashton Smith et de Averroïne, que j'ai prêté à une personne et qui ne me l'a jamais rendu dans les années 90. Je rêve de jouer à ce scénario de Donjons & Dragons. Je l'ai en version PDF parce qu'on me l'a déjà envoyé. En fait, je ne veux pas le lire, je ne veux pas faire MJ, je voudrais juste y jouer. Donc si quelqu'un un jour a envie de faire jouer ce scénario qui paraît-il est très mauvais, sachez que moi je suis partante. C'est un de mes rêves. C'est un de mes rêves de moi de la Paul Gara des années 90. Très bien. Vous avez donc un appel à l'aide. Voilà, un appel à l'aide, il y en aura un deuxième après. Je vous préviens, c'est le jeu au moment où je fais mes demandes particulières. Très bien. Tu veux que je commence avec mon top ? Vas-y, allez. Allez, je commence avec mon top, et je commence avec un top qui est aussi bien valable pour le JDR que pour le jeu de plateau, puisqu'il s'agit... Tu triches déjà. Mais oui. Non, mais il s'agit de Root. Root, qui est donc un jeu de rôle tiré du jeu de plateau du même nom. Donc Root, le jeu de plateau, c'est Colwerle. Ouais, exactement. Qui est aussi un jeu inspiré du wargame. Hein. Exactement. Puisqu'en fait, c'est une transcription du coin system, en fait. Exactement. Voilà. Et donc Root, c'est un jeu qui a été édité par Achilleos en France. Et de Brendan Conway. Donc c'est un jeu, je le disais, dans l'univers du jeu de plateau du même nom. Le principe, c'est que les joueurs vont se retrouver dans la peau de vagabonds qui doivent survivre et tirer leur épingle du jeu au milieu d'une forêt en proie à une énorme guerre entre les chats,
de la marquise de Chat et les oiseaux des dynasties de la Canopée. Ouais. Et donc, il va leur arriver plein d'aventures qui dépendront du MJ ou de l'AMJ. C'est excellent. Ça utilise un système que j'aime beaucoup, qui est le système qui s'appelle PBTA, Powered by the Apocalypse, donc propulsé par l'Apocalypse, qui est un système qui me plaît parce que il pousse plutôt à la narration. Puisque chaque action est un petit peu prédéfinie avec ce qu'ils appellent des manœuvres. Ouais, ou move en anglais. Exactement. Et ces manœuvres, en fait, si c'est une manœuvre classique qui permet de faire une action basique, vous y arriverez quoi qu'il arrive. Si en revanche elle nécessite un talent particulier, là effectivement il y aura des lancers de dés. Que je me souvienne, donc la manœuvre est réussie sur un lancer de 2d6 additionné d'une caractéristique. C'est du D12 c'est sur un des jets sur 12 et effectivement en principe c'est 7-9 c'est des réussites. Exactement. Et à partir de 10 c'est des vraies réussites. C'est des réussites sans contrepartie. Voilà. Parce qu'une réussite au-delà de 7, enfin à 7 ou plus, 7-9, c'est il y a nécessairement une contrepartie. Ouais. Il y a un truc pas cool qui se passe. Voilà. Exactement. Ça peut être typiquement je me cache et j'arrive à me cacher parce que voilà, mais j'ai fait 7 en me cachant, je fais du bruit. Donc en fait, j'ai réussi une manœuvre et sur l'instant ça marche. Mais je vais avoir quelque chose à gérer. Mais potentiellement, il va falloir que je gère quelque chose derrière parce que j'ai fait du bruit. Ouais. Voilà. Et bon, après, mon avis est un peu biaisé. J'adore Root et j'adore cet univers. J'adore les illustrations de Kyle Ferrin. Ouais. De toute façon, l'univers du jeu est très. En plus, en choisissant qu'on incarne des vagabonds qui sont déjà dans le jeu de plateau, une faction un petit peu particulière, puisqu'on a c'est un personnage seul qui a déjà des quêtes à résoudre en fait, au milieu de la forêt pendant que tout le monde se tape. Ça s'y prêtait assez bien. Et tu le disais, c'est un système PBTA. On en parlera avec un des jeux que j'ai choisi aussi. Le système de PBTA, c'est un système qui date de 2010, qui a été proposé par Vincent Baker dans Apocalypse World. Donc, tu l'as dit, c'est un système qui est très axé sur la narration et souvent dans le PBTA, contrairement à Donjons et Dragons, tu as rarement des choses très écrites. C'est-à-dire que tu n'as pas un lore, tu vas avoir un lore un peu général, mais en fait qui est très ouvert à la co-construction. Dans beaucoup de PBTA, d'ailleurs, il y a très peu de choses qui existent. Et en fait, il y a même une séance de mise en place. La première séance, c'est souvent une séance où on va mettre en place l'univers et ce qu'on a envie de jouer. Et ça se fait de façon concertée entre meneuses et joueuses. Et puis, on va avoir aussi souvent des événements aléatoires. En fait, il y a des débuts d'idées de scènes à jouer. Ça joue vraiment en termes d'idées de scènes comme au cinéma. Tout à fait. Et c'est vrai que finalement, la meneuse va avoir peu de choses écrites à l'avance. Elle va avoir quelques idées génériques, quelques idées générales, et ensuite finalement c'est les joueuses qui vont créer. Tout à fait. Et quand une joueuse réussit quelque chose ou rate quelque chose, c'est souvent à la joueuse d'expliquer pourquoi elle rate, comment elle rate ou comment elle réussit. Je sais pas, par exemple, tu fais un jet d'équivalent bibliothèque et tout, tu réussis très bien, et on va te demander d'expliquer comment tu pourrais avoir eu cette connaissance. Et donc tu vas finalement étoffer le background de ton perso au fur et à mesure de la construction, quoi. Et c'est exactement comme ça que je le joue, c'est-à-dire que Root, quand je mène des parties, j'ai une intrigue de base, quelques PNJ, et après on y va, quoi. Et en fait, en fonction de la direction prise par les joueurs, ils rencontreront X ou Y péripéties. Moi, je vais te parler d'un jeu de rôle qui est très 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 connu aussi en France. Peut-être même, je pense, qui a eu un énorme succès. C'est l'Appel de Cthulhu, bien sûr. C'est étonnant de ta part. Voilà. Donc, qui date de 1981, qui a été créé par Sandy Peterson et qui a été édité par Chaosium, donc aux États-Unis, qui a été localisé en France par Sans Détour jusqu'en 2018. Et en 2018, il y a eu une fin de la licence pour Sans Détour, puisqu'ils ne payaient plus en fait les redevances depuis déjà 2 ans. Et donc c'est maintenant Edge qui a repris l'Appel de Cthulhu, donc on est à la V7. Exactement. Voilà. L'idée c'est... Et alors ça reprend ça reprend l'œuvre de Lovecraft, qui est dans le domaine public, ça tombe bien, c'est pratique. Mais pas que, en réalité c'est une reprise de ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, qui est beaucoup plus large. Le mythe de Cthulhu, c'est l'œuvre de Lovecraft, mais aussi de tous les auteurs, et autrices, mais plutôt des auteurs, qui ont écrit
des œuvres qui s'intègrent en fait dans ce même type d'univers. Et le mythe de Cthulhu, en fait, l'idée même de, la terminologie, je crois qu'elle vient de Auguste Derlert. Qui lui est bien postérieur à Lovecraft en fait. Et donc on va retrouver des ajouts. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Clark Ashton Smith avec Averroïn qui intègre un peu le mythe de Cthulhu, c'est-à-dire ce surnaturel fantastique assez horrifique. Dans lequel l'être humain est peu de choses face à des grandes entités. Et le glissement, c'est que dans le mythe de Cthulhu, il y a une idée plus chrétienne, parce que Derleth, c'est ce qu'il a apporté, alors que chez Lovecraft, il y a pas du tout d'idée chrétienne. Lovecraft était athée, et donc il n'y a pas de bien ou le mal chez Lovecraft, ce que tu vas retrouver beaucoup plus un peu dans maintenant ce qu'on a dans le mythe de Cthulhu, quoi. Les gros apports, en fait, au départ, Peterson devait écrire pour RuneQuest, et puis finalement, il a développé l'appel de Cthulhu. L'idée, c'était d'avoir un système très simple en termes de règles. C'est vraiment le contre-pied de Donjons et Dragons, et c'est vrai, l'appel de Cthulhu, il y a très peu de choses à maîtriser en fait pour se lancer. Il y a vraiment l'idée d'une intrigue, et en fait, l'appel de Cthulhu, on va beaucoup enquêter. C'est assez propre à cet univers-là, en plus, ouais. Voilà, avec il vaut mieux être fort en bibliothèque. Il faut mieux être aussi fort en athlétisme, parce que en général, il vaut mieux pas trop se battre, faut savoir courir. Et on a le fameux trouver objet caché, ou le spot hidden en anglais, qui est quand même, je pense, l'action la plus emblématique de l'appel de Cthulhu. Et puis les personnages ont moins d'importance. Le personnage qu'on va incarner a moins d'importance que dans un Donjons et Dragons. De toute façon, souvent, il va finir par mourir dans les campagnes, donc on s'attache peu. Et il y a l'introduction de la fameuse santé mentale qu'on perd pour devenir... Plus on découvre le mythe de Cthulhu, plus on va perdre de santé mentale, et ainsi de suite, quoi. Et il y a des campagnes très, très connues, alors qui n'ont pas toujours très bien vieilli. Mais il y a des personnages emblématiques comme Jackson Elias, qui est le point de départ des Masques de Nyarlathotep. Enfin voilà, c'est. Voilà, tu parles de celui qui n'est pas encore réédité, quoi. Non, bien sûr, mais qui est, je pense, peut-être une des campagnes les plus mythiques, avec les montagnes hallucinées et puis la terreur sur l'Orient Express. Oui. Mais les Masques de Nyarlathotep, c'est hyper demandé, hyper recherché, parce qu'il est toujours pareil. Non, mais c'est très très bien. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'on peut vraiment décider de l'axer enquête ou un peu plus pulp, si on veut. Oui. Parce qu'il y a eu des variations un peu plus pulp. Donc ça va dépendre aussi de ce qu'ont envie de faire les joueurs et joueuses, quoi. Avec le serpent à 2 têtes. Voilà, exactement. Très bien, super, merci. Moi, je vais te parler d'une série de bouquins qui s'appelle La fin du monde. Est-ce que tu connais je ne connais pas du tout. La fin du monde. Enfin, si, parce que j'ai lu tes notes, mais ça, c'est tricher. Donc, je vais tricher. Non, pas du tout. La fin du monde, c'est donc de Tim Cox, Andrew Fisher et Alvaro Loman. C'est un jeu espagnol au départ, édité en France par Edge. Alors, édité au passé, puisqu'il n'est plus dispo. Et donc, sont sortis 4 livres, 3 seulement en français. Et en fait, le thème principal, c'est la fin du monde, l'apocalypse, traité de différentes manières en fonction du bouquin. Il y en a un qui s'appelle La colère des dieux, donc c'est la fin du monde, mais déclenchée par un ou plusieurs dieux de différents types de mythologie. Il y a Zombie Apocalypse, les zombies, l'invasion extraterrestre, et le bouquin qui n'était pas édité en français, c'est les robots. Je me souviens plus du titre exact, mais globalement c'est Terminator, quoi. Voilà. Le truc très cool, la révolte des machines, voilà, c'est ça le titre français. Le principe de base que je trouvais absolument excellent, c'est que les joueurs vont incarner leur propre rôle et la partie démarrera là où ils se trouvent au moment où ils se trouvent. Et la fin du monde démarre. Ok, d'accord. Voilà. Donc évidemment, il y a une préparation quand même des personnages, parce que l'AMJ va leur poser des questions pour essayer de trouver des caractéristiques, quel genre d'objets ils ont sur eux, mais ça va être vraiment avec ce qu'on a. Une des parties que j'avais faites, on l'avait lancé dans un bar à vin et on était parti avec un jambon. Voilà, qui nous a servi à nourrir un lion à un moment donné. Mais... C'était bien utile. Voilà, il fallait partir avec ce jambon, c'était utile. Mais voilà, à un moment donné, on a quitté les lieux et on a pris ce qu'on pouvait trouver et ce qu'on avait sous la main, et donc on s'est débrouillé avec ça. Donc
il y a 2 systèmes de jeu. Alors, je ne connais que l'adaptation française et a priori qui était également l'adaptation américaine du jeu, avec 2 types de dés, des dés positifs et des dés négatifs. Et donc quand on a des actions à résoudre, on va lancer des positifs et négatifs. Les paires de dés vont s'annuler. Si j'ai un 6 et un moins 6 entre guillemets, ça va s'annuler. L'action sera réussie si un dé positif est inférieur ou égal à la caractéristique qui sera en jeu. Voilà. Ce que je trouve vraiment top, c'est qu'on fait jouer n'importe qui à la fin du monde, puisque c'est à partir du moment où ils sont là et qu'ils connaissent un peu les lieux, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Voilà. Ok. Je connaissais pas du tout ce jeu. C'est vraiment canon. Très bien. Après, le système, en fait, ce qui est dommage, et c'est le seul point qui pêche, c'est que tu vois, je te dis, on peut faire jouer tout le monde, mais le système est suffisamment complexe pour que, en fait, ce soit un peu difficile. Mais bon, j'ai un très bon pote meneur de jeu qui m'a dit ça s'adapte très bien avec d'autres systèmes. Ok. Pour éventuellement le faire découvrir à des gens qui ne connaîtraient pas. Très bien. Le JDR. Ok. Voilà. Moi, j'ai continué avec l'anneau unique. Donc, l'anneau unique, tu le devines, hein, c'est un jeu qui permet de jouer dans l'univers de Tolkien et qui a la licence, hein, parce que c'est pas le premier, il y a 4 jeux de rôle qui peuvent se situer, qui ont la licence pour se situer dans la Terre du Milieu. Celui-là, il se situe après Bilbo le Hobbit. Alors, en fait, Bilbo le Hobbit... Entre Bilbo et le Seigneur des Anneaux. Et moi, c'est Bilbo le Hobbit, c'est un livre que j'ai lu à peu près à la même époque où j'ai reçu mes boîtes de donjons, mes livres de Donjons Dragons. J'avais une dizaine d'années aussi. Voilà, c'est ça, c'est à peu près le même moment de ma vie, donc ça fait beaucoup. Ça, plus les livres dont vous êtes le héros, c'était voilà, ça scellait mon destin. Et donc, en fait, il va y avoir des grandes campagnes qui sont prévues et qui permettent en fait de jouer dans des parties de la Terre du Milieu différentes et de rencontrer les peuples différents. Et en fait, on va jouer avec un système de D12. Et même si on n'a pas la compétence en fait pour faire des actions, il y a, alors je sais jamais si c'est, je crois que c'est le 12 correspond à la rune de Gandalf. Vous n'avez pas besoin d'acheter les dés spécifiques qui sont vendus et qui matérialisent la rune de Gandalf. C'est le 12. C'est une réussite automatique. Donc même si on n'a pas la compétence, et en revanche, on va avoir le 11, c'est l'œil de Sauron. Et ça, c'est un échec automatique. Ce qui est, on prend aussi, comme dans l'anneau comme dans le Seigneur des Anneaux ou dans l'univers de Tolkien, on est censé interpréter des personnes qui sont pas chaotiques. C'est pas possible ça. Ouais. On est toujours, on doit être loyal. Et donc, si on commet des actes qui vont à l'encontre en fait du fait qu'on cherche à faire le bien, on va prendre des points d'ombre. Et les points d'ombre, ils sont mauvais pour les personnages. Une des particularités également, c'est que comme les campagnes vont s'étirer très longtemps dans le temps, on peut en fait avoir son personnage à un moment qui part à la retraite ou qui disparaît, et on va pouvoir jouer un de ses héritiers finalement, un de ses descendants. Et il y a aussi des phases de voyage qui sont très importantes dans le jeu. On va avoir des rôles dans le groupe. Par exemple, il y en a un qui sera l'éclaireur, un autre qui va être celui qui est le chasseur, etc. Le jeu est très chouette. Il y avait eu une première édition. Alors, moi, j'avais les livres de la première édition, donc qui étaient comme ça. Et Edge a ressorti, parce que c'est un jeu maintenant c'est la Free League. Free League qui a les droits. Mais c'est quand même Edge qui a gardé les droits pour la France, et donc ils ont ressorti avec un peu d'autres visuels. Oui. Et ils ont fait un kit d'initiation qui est vraiment, je trouve, super chouette. Très bien fait. Parce qu'en plus, dans le kit d'initiation, on va pas jouer des personnages, on va pas faire des choses très épiques. On joue des hobbits dans la comté. Et il y a un côté très amusant aussi à jouer ces personnages-là. Notamment, on peut jouer les parents de Frodon. Enfin, c'est vraiment chouette. Et les scénarios sont hyper bien conçus pour monter en fait vraiment et en découvrir. Et ils sont pas c'est des scénarios qui sortent un peu de l'ordinaire dans ce qu'on va y faire, quoi. Moi, je trouvais que c'était une grande réussite. Top. Et puis, on a tous envie de jouer dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Exactement. Et il est effectivement, j'allais dire acclamé, non, peut-être pas acclamé, mais en tout cas, les joueurs le trouvent vraiment très bien, la trouvent vraiment très bien, cette réédition.
Eh bien, moi, je vais te parler également d'une réédition d'un vieux jeu. Alors, j'ai pas la date originale, mais c'est Hawkmoon. Ouais. Hawkmoon qui a été réédité il y a 2 ans, donc en 2022, par le département des sombres projets. Hawkmoon a été écrit par Olivier Durand, Ismaël Sora et Vincent Zimmerman. Et c'est donc une nouvelle itération du JDR tirée de l'univers de Michael Moorcock. Ouais. Donc Hawkmoon, ça se passe après ce qu'ils appellent le tragique millénaire. Le monde a été complètement détruit et on est dans une espèce de Moyen-Âge. Très dark. Ouais, on est C'est plutôt un dans peu, de la dark fantasy. voilà, c'est pas. Parce que donc l'Europe est en train d'être colonisée par les Grands Bretons. Ok. Qui sont un peuple tyrannique, dirigé par un empereur dégueulasse. Ok, bon. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du lore d'Hawkmoon, mais voilà. Et là où je trouve cette version excellente, c'est le système qui a été utilisé par le département des sombres projets. Ils utilisent ce qui s'appelle le Choose Your Dice system. En fait, ça se joue avec un dé 10 et un dé 20. Quand tu dois résoudre une action, tu peux jouer au dé 10. Tu prends peu de risques. A priori, ça va bien se passer. Si tu le joues au dé 20, tout ce qui est pair te fait réussir. Tout ce qui est impair te fait rater. Et si tu fais 1 ou 11, là, c'est la merde. Ok, d'accord. Très bien. Donc, tu vois qu'il y a une espèce de gradation aussi. Et puis ça va te pousser à utiliser le D20 plutôt pour des trucs un peu héroïques ou vraiment casse-gueule, parce que si ça réussit bien. Ouais, ok. Tu vois, puisque en fait, on va comparer le résultat. C'est ça, on l'ajoute à la capacité, et donc c'est comparé ensuite à un niveau de difficulté. Un niveau de difficulté. Okay. Merci. Donc forcément, si tu utilises un dé 20, tu fais 18 plus ta capacité, a priori, t'y vas et ça fonctionne. Si ça foire, ça foire pas bien du tout pour toi. Voilà, ok, très bien. Et donc, dans cette édition-là, ils ont pris le parti, dans le bouquin de base, de faire jouer des résistants. Voilà, donc on va essayer de résister aux Grands Bretons. Alors forcément, qui dit résistant dit peu d'équipement face à des gens qui sont suréquipés, surarmés, surprotégés. Voilà. On part avec un désavantage. On part pas bille en tête pour aller les défoncer. Ok. On essaye de la jouer un peu plus fine que ça. Très bien. Bon, j'ai jamais joué à ce jeu. C'est très bien. D'accord. Je t'invite à trouver une meneuse de jeu. Donc ça va être encore un appel, c'est ça? Exactement. Moi, je vais te parler d'un jeu auquel j'ai joué relativement récemment et que j'ai adoré, et avec mon groupe avec qui on joue régulièrement. D'ailleurs, j'en profite pour leur faire coucou, Tédé, Mad et Elodie. On joue à Brindlewood Bay, qui est un jeu qui fonctionne avec le PBTA également. C'est un jeu de Jason Cordova qui a été publié en anglais par The Gauntlet et qui est disponible avec une version traduite par Gulix. Une version française. Dans ce jeu-là, en fait, c'est si vous aimez Arabesque, ce jeu est fait pour vous, puisqu'on va interpréter les maîtresses du crime, c'est-à-dire des petites mamies qui vivent dans la ville de Brindlewood Bay, mais vous pouvez le transposer un peu où vous avez envie, c'est très plastique. Et donc, on va avoir des pitchs de scénarios d'enquête avec une liste de PNJ, donc de suspects potentiels, mais avec la particularité qu'il n'y a pas de scénario en tant que tel, il y a juste un des 7 départs. On va créer, on sait qu'on joue globalement à Brindlewood Bay, si on prend le setup de départ, et en fait à chaque fois c'est les joueuses qui vont enrichir la ville des PNJ récurrents, etc. Elles vont mener l'enquête, donc elles vont en gros aller fouiller. Et puis elles récupèrent, quand elles réussissent leur fouille ou leurs interrogatoires, elles vont récupérer des indices. On a toute une liste d'indices qui est proposée quand on prend les scénarios. Enfin, les scénarios sont très faciles à écrire par soi-même, vous allez comprendre pourquoi. Et donc on va récupérer des indices. Et puis ces indices,
Au bout d'un moment, quand les joueuses estiment qu'elles ont suffisamment d'indices, elles vont faire des propositions, elles vont faire des spéculations sur le coupable ou la coupable, qui n'est jamais défini à l'avance. Et en réalité, la résolution va se faire par un nouveau jet de dés, où on va tenir compte du niveau de difficulté de l'intrigue, du nombre d'indices qu'on a récoltés. En fait, en gros, c'est la difficulté, ça vient minorer ton jet, le nombre d'indices, ça vient le majorer. Et on résout comme ça, on va résoudre comme ça sur un jet de dés. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas ça du tout, parce qu'en fait, ce n'est pas un jeu d'enquête traditionnel. Oui. On n'est pas dans de l'enquête à la Cthulhu. Hein. On est dans un jeu d'enquête où, en fait, c'est vraiment les joueuses qui choisissent le moment où elles veulent résoudre. Et il y a beaucoup de clins d'œil télévisuels, parce qu'en fait, le jeu propose de faire des coupures pub. J'adore ce et système. on peut demander aux joueuses d'inventer, on va leur donner un thème, par exemple une pub pour un dentier, parce qu'évidemment, comme on joue... on a envie de faire que des pubs qui passent dans les émissions de l'après-midi ou plutôt regardées par les personnes un peu âgées. Et si la joueuse s'en sort bien dans sa proposition de pub, on va lui donner un avantage pour le prochain jet, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui sont utilisées. Il y a aussi dans le jeu, il y a quand même une idée d'une trame de fond un peu plus surnaturelle qui va se dérouler, une sorte de mystère qui est un fil conducteur entre les différents scénarios, qui permet en fait de lever le voile sur un mystère un peu surnaturel plus profond qui pour pouvoir construire une campagne. Voilà, quoi, exactement. Ouais. Mais sinon, on peut jouer les scénarios en one shot comme ça. C'est vraiment des super moments. Moi, je me souviens, on en a fait une il y a pas longtemps où résolution, elles réussissent, mais comme c'est PBTA entre 7 et 9, du coup, une résolution avec forcément un truc. Donc, le coupable s'enfuit. Et une de mes joueuses décide de le poursuivre en sautant par la fenêtre et bien évidemment s'explose dans les rosiers. Oui. Voilà, heureusement quelqu'un... C'est pas cassé de hanche. C'était un peu ça l'idée. Après, on a beaucoup joué là-dessus. Et nous, ce qu'on faisait aussi, c'était, comme il y a un petit côté très télévisuel, on donnait à chaque session un nom d'épisode, un peu comme... voilà. Et donc, on s'en est donné à cœur joie. Parfait. Vraiment, c'est un jeu très douillet, en fait. Il y a vraiment ce côté cosy. Et puis ça dure finalement, la grande facilité aussi, c'est que ça dure le temps qu'on veut, puisque la résolution elle est à la main des joueuses quoi. Ouais, tout à fait. Oui, du coup, c'est ça, c'est le truc, t'as envie de le jouer avec une tisane et un plaid, quoi. Voilà, moi je pense que c'est vraiment une de mes meilleures découvertes récentes. Ok. Bien. Alors là, je vais parler d'un jeu, Sale. Aïe. Ouais. Qui peut mettre pas mal de gens mal à l'aise globalement. Parce donc que un jeu où on utilisera de la X-Card ou non? Alors oui, il faudrait. Dans les faits, je pense qu'il faut surtout prévenir les gens avant. Pour qu'ils n'y jouent pas. Voilà. Ok, d'accord. Et donc je parle de Macadabre, mais oui. Anthony Combrexel, et donc édité par Mr. Frankenstein, dispo en impression à la demande. Alors il vend aussi les PDF. Moi je me suis fait imprimer le bouquin parce que j'aime bien. Ok. Voilà. Donc on est dans un univers plutôt de low fantasy, comme on dit. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut avoir envie de se lancer dans un truc un peu poisseux, grotesque. C'est post une épidémie de peste, c'est ça? C'est le jeu auquel tu as joué après le Covid, c'est ça? Ouais. C'est presque ça. Ouais, c'est presque ça. Et donc, on y incarne des médecins de peste. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il peut y avoir des étudiants en médecine, il peut y avoir des cobayes. Et donc, en fait, c'est des personnes qui ont été infectées par la maladie, mais qui sont porteurs sains. Ok. Voilà. Et le principe, c'est que chaque rencontre que les personnages vont faire dans le jeu seront volontairement violentes et très souvent létales. Ok. D'ailleurs, on prépare 2 personnages au début. D'accord, dès le début, c'est pas... Ok, très bien. Mais moi, je rêve d'y jouer à ce jeu. Enfin, Okay. Vous allez voir que je rêve de jouer à beaucoup de jeux, mais on doit pouvoir s'organiser une partie. J'aimerais bien voir, même si moi je le dis, je suis très, voilà, j'ai beaucoup de trucs de trucs où c'est impossible, mais je suis quand même très intriguée parce que j'en ai entendu beaucoup j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui étaient très enthousiastes sur le jeu et qui me poussent quand même à avoir envie d'essayer. Non, c'est vraiment très bien. Alors il a des petits défauts, mais globalement, c'est un jeu qui, et j'en parlais avec cette histoire de mort très régulière, c'est que l'auteur a essayé d'intégrer une mécanique plutôt inspirée du jeu vidéo, le Die and Retry, tu vois, genre Dark Souls et tout ça.
Et pour moi, ça marche pas trop mal. C'est-à-dire que c'est bien foutu. Tu sais que si tu fais un pas de travers, tu morfles. Et tu morfles fort. Ok. Voilà. Il y a aussi tout un courant de jeux de rôle, je sais pas si c'est ce genre de système, mais qui s'appelle l'OSR ou l'Old School Renaissance, où c'est très très punitif. Hein. Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment associé et où à si ça, si tu te gaufres, c'est vraiment, c'est. Alors c'est effectivement peut-être lié à cette tendance-là. Là, on est sur un autre système de jeu. Qui est relativement simple, hein. Tu lances un D6 et il faut que ton résultat soit inférieur à l'une des caractéristiques voilà. Avec laquelle tu fais Exactement. Qui est un système très classique. Là où c'est un peu le système de Tales of Equestria qui est pas tout à fait le même style d'ambiance. C'est pas la même ambiance. Quoique j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient fait du Tales of Equestria façon Dark Fantasy. Ah oui, hein. d'accord. Donc, voilà. Avec des poneys qui mangent des gens. Des poneys morts-vivants. Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'est voilà. Et donc là où c'est très rigolo, c'est que tu crées un personnage en 2 minutes, il y a des tables aléatoires, tu fais tes lancers de dés et il est mort en 2 minutes, et comme ça. Sinon, si tu mets 3 heures à créer des persos et que tu dois en faire beaucoup, ça devient compliqué à un moment. Il y a un défaut pour moi dans le jeu, c'est que la région, enfin le lieu où les joueurs vont se déplacer, les personnages vont se déplacer, est représenté par des cartes qui sont avec des hexagones. Ça a tendance à faire sortir un peu les gens de l'histoire, puisque où on va en 6.4. Ah oui. Bon, t'as ce côté un peu méta du coup où les gens sortent, disent on va là, et puis après t'y retournes parce qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est vraiment cool. C'est un jeu où faut être assez à l'aise avec l'univers parce que tu peux aussi du coup voir des gens qui se lâchent totalement et se balader avec des têtes d'êtres humains parce que malgré tout, comme il faut enquêter sur ce qui se passe et qu'on est des médecins, des apprentis médecins, des scientifiques, tu prends ce que tu trouves pour essayer de découvrir ce qui se passe, quoi. Ok, très bien. Bon. Voilà, donc c'est un peu sale, mais voilà. Comme je le disais, on peut utiliser les outils de sécurité émotionnelle. Je pense que c'est pas un jeu qui est fait pour ça. Oui, il en faut fait, très clairement le savoir avant et ne pas y aller si on se sent pas d'y aller. Pour rappel, les outils de sécurité émotionnelle, c'est la carte X, c'est-à-dire une carte qu'on met au milieu de la table et s'il y a quelque chose qui dérange en jeu, il suffit de la saisir. Voilà. Et ce qu'on vient de faire est retiré et on n'a pas justifié. Et il y a aussi le fait de définir à l'avance les lignes et les voiles, c'est-à-dire les choses on peut aborder, enfin qui peuvent être mentionnées sans qu'on ne veut pas de détails, et les sujets qu'on veut impérativement pas aborder. Et puis même, on peut aussi faire ce qu'on appelle les phares, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de jouer dans le jeu, quoi. Très important. Oui, c'est très bien de cadrer les choses parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui peut se passer. Là, on est sur un jeu où le cadrage, c'est t'y vas ou t'y vas pas parce que c'est vraiment crado et ça peut partir vraiment loin. C'est vraiment loin. Très bien. Moi, je vais te parler d'un jeu qui a été présenté comme un jeu d'enquête, jeu de société, mais qui en réalité est un jeu de rôle. Qui aurait dû être dans mon top. Oui, je lui ai piqué. C'est Alice is Missing de Spencer Stark. Donc Alice is Missing, c'est une expérience très particulière. Alors, c'est un jeu de rôle. On est déjà un peu dans un glissement. On sort un petit peu du. C'est une espèce de passerelle, je dirais. Qui a eu beaucoup qui a beaucoup fait parler de lui. Oui. Il a été dans la sélection d'ailleurs de l'As d'Or. Et il a gagné plein de prix. Il a gagné beaucoup de prix. Il a gagné même pour l'écriture de ses règles le prix Lizzie Maggie. Donc dans Alice is Missing, en fait, c'est un dérivé des jeux sans MJ, sans dés. On va incarner, les joueuses vont incarner des personnages qui sont des proches d'un PNJ qui s'appelle Alice et qui a disparu, qui est une adolescente qui a disparu. Et en fait, au début de la partie, on va donc avoir on a des cartes avec des lieux proposés et d'autres PNJ. Chacune va décrire un des lieux, lui donner un peu de corps. Pareil pour les PNJ. On va aussi se répondre à des questions pour créer les relations, ce qu'on retrouve beaucoup dans le PBTA, les relations en fait qu'on a avec les autres joueuses autour de la table. Et ensuite, on va partir pour 90 minutes d'échange silencieux puisqu'on joue en
purement en textuel, car nos personnages ne sont pas ensemble pendant la partie. Ils sont chacune chez eux. Ils communiquent en théorie par téléphone, donc par SMS ou voilà. Donc on va pouvoir le faire effectivement par SMS. On peut jouer également à distance. On peut jouer du coup par Discord, qui est très pratique parce que c'est très bien implémenté en fait sur Discord, l'organisation des parties. Il y a un outil en plus qui a été développé pour ça. C'est très et puis tous les temps de temps, il y a quand même une joueuse qui va avoir le rôle de modératrice et qui va faire en sorte que tous les temps de temps, il y a des événements qui vont popper, ce qui permet en réalité de relancer un petit peu les discussions. Quand on sent que c'est assez bien timé, jusqu'à une résolution finale qui là. C'est pas que la modératrice d'ailleurs, tous les joueurs. Alors en fait tout le monde, mais la modératrice, elle s'assure que le timing est respecté parce que il y a une bande son qui est prévue, qui est incroyable et à la fin il faut savoir aussi que la résolution, c'est pour ça que ce n'est pas un jeu d'enquête et c'est vraiment une grande, je pense, erreur de communication d'avoir mis ça, car il n'y a pas d'enquête à proprement parler puisque rien n'est défini à l'avance. On va retirer à la fin une carte pour déterminer où est Alice, dans quel état elle est et comment ça se finit. Et c'est une résolution aléatoire. Et même l'état est d'ailleurs interprétable. Et l'état est interprétable, ouais, tout à fait. Moi, je vais dévoiler un petit peu, mais dans une des parties que j'ai faites, je suis tombé sur son corps, mais j'ai décidé de pas m'en approcher, donc je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Bon, ok. Et en fait, c'est un jeu qui est assez incroyable, qui est assez fort. Là aussi, il y a une carte X de la sécurité émotionnelle. Ce qui est fort dans le jeu, c'est qu'il utilise les archétypes un peu des teen movies ou qu'on connaît tous très bien, mais en laissant beaucoup de place à la création, à la co-construction. Donc en fait, c'est facile de il y a des personnes qui trouvent que c'est un peu les personnages sont caricaturaux, mais en réalité non, on a besoin de ces archétypes parce que c'est rassurant, c'est un imaginaire commun qui est facile en fait à s'approprier. Effectivement, beaucoup des intrigues vont tourner, on va retrouver les mêmes thématiques, type trafic de drogue, grossesse non désirée, etc., etc. Vengeance. Il y a une grosse influence de Twin Peaks quand même. Enfin, on voit tous ceux qui ont vu Twin Peaks et qui mettent dans Alice beaucoup de Laura Palmer quand même, faut le dire. Ce qui est assez fort, il y a des personnes aussi, qui disent que c'est mieux vaut jouer en présentiel parce qu'on a ce côté-là. Moi, je trouve qu'à distance, ça marche mieux parce qu'on est exactement dans la même position que nos personnages. Nos personnages ne sont pas ensemble physiquement. Alors, je l'ai pas fait à distance. Les deux parties que j'ai faites, c'était en présentiel et il y a un truc avec le présentiel. Il y a un truc avec le présentiel, c'est que par exemple, à un moment donné, tu peux ne pas répondre. Oui. Pour plein de raisons liées au personnage. Ça pique un peu de voir l'autre ne pas répondre. Oui, mais tu vois, moi, je connais des personnes qui ont mal... par exemple, Antoine Boza, qui a joué en présentiel, m'a dit qu'il n'avait pas plus aimé le jeu que ça et que le fait d'avoir joué en présentiel, pour lui, ça nuisait à l'expérience parce que justement, comme ils étaient dans la même pièce, au bout d'un moment, ils ont fini par sortir et tu vois, sortir de la communication que par le texte, quoi. Ah oui, donc, sur l'heure et demie, à chaque fois, ça a marché. Voilà, comme quoi c'est assez variable. Ce qui est sûr aussi, c'est que quand tu joues par Discord et que tu tapes au clavier, ça élimine le côté très intéressant du fait de taper de faire sur téléphone où tu vas faire beaucoup de fautes de frappe, des correcteurs automatiques qui se mettent en marche et qui écrivent des faux mots. Ça, je pense que c'est un peu dommage. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment une expérience incroyable. C'est immense. Et il y a l'extension qui sort, Silent Falls, qui va proposer des nouveaux. Elle est sortie, ça y est. Qui propose des nouveaux lieux, des nouveaux PNJ et tout. Voilà, des nouveaux archétypes. Donc j'ai hâte d'y rejouer du coup. Nouveaux persos. On peut jouer le père notamment d'Alice. Voilà. Et ça vraiment, moi j'ai très hâte de pouvoir jouer à l'extension. Moi j'ai qu'une envie, c'est de faire une partie. C'était fou. Ce truc m'a mis une claque monumentale. Vraiment, moi j'ai toutes les parties que j'ai faites, j'en ai quand même fait 5 ou 6. À chaque fois, toujours par Discord, à chaque fois qu'on lance la musique, il y a un des personnages qui doit lancer l'histoire. Ouais, et puis il se passe une minute avant qu'on on a la musique. On a le premier message et d'un coup on voit sur Discord, on voit tous les petits points des gens qui écrivent
Et c'était un moment où moi je trouve qu'on a la chair de poule. Ah oui, c'est hyper. C'est hyper. Enfin, c'est enveloppant, émouvant. Émouvant, tout à fait. J'étais en train de chercher le mot émouvant. C'est émouvant y a vraiment un truc. et puis ça te happe, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, donc non, vraiment essayez le jeu. Les 2 parties, moi, c'était complètement fou. J'ai fait une fois en tant que joueur classique. Oui, et en tant que Une fois modérateur. en tant que modérateur. Dans tous les cas, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Je recommande très très vivement. Mon petit dernier, c'est un truc un peu particulier puisque c'est un JDR solo. D'accord. De Jérôme Miozo, édité par les Fondations de l'Imaginaire, et ça s'appelle Chicago's Kitchen. Ce qui est très bizarre, c'est que ce soit moi qui parle d'un JDR solo, parce que je suis pas énormément fan de solo en général. Et dans le cas du JDR, en plus, c'est souvent associé à un système qui me plaît que moyennement, parce que j'aime pas trop écrire. C'est le journaling, en fait, le fait d'écrire un journal intime. Comme Chronique d'un vampire millénaire. D'ailleurs, si quelqu'un retrouve mon exemplaire, nouvel appel à l'aide. Ah, j'ai oublié de te le prendre le mien pour que tu puisses y jouer. Mais bon, bref, je suis pas un énorme fan du journal intime, mais je pouvais pas passer à côté de Chicago's Kitchen, parce que par contre, j'adore la cuisine. Et je trouvais le concept et l'idée génial. On est donc sur un jeu dans lequel l'histoire permet aux joueurs d'incarner un chef d'un restaurant à Chicago. On est un peu, et c'est d'ailleurs écrit dans le bouquin, ça s'inspire de la série The Bear notamment, qui passe sur Disney+, je crois. Et évidemment, bon, il va arriver des bricoles à ce restaurant. On crée avec des tablés aléatoires une équipe qui va nous accompagner, qui a des compétences. Voilà, ça va se passer en plusieurs saisons. À chaque fois, il va y arriver des bricoles. Ça peut être des trucs très basiques, comme la ville a décidé de faire des travaux dans la rue juste en face du restaurant. C'est chiant, il faut le gérer. Et donc, on va raconter cette histoire-là. C'est top, je trouve. Enfin, voilà, j'adore l'univers. C'est bien foutu, ça marche bien. J'ai commencé à préparer le jeu et à enregistrer, puisque du coup, moi, je le fais en audio. Ah là là. Et donc, j'enregistre l'histoire. Voilà. Très bien. Il y a un jeu de rôle solo comme ça où tu fais ton émission de radio. Ah oui. Ouais, moi je veux le faire et j'aimerais bien à la limite même le diffuser. Le seul truc c'est que le problème c'est que tu dois choisir des musiques en fait pour intercaler. Et après il y a la question des droits. Bon, je pense que pour mettre 4 chansons, enfin tu vois, tu peux payer les droits. C'est pas non plus un truc. Mais ça j'ai vraiment envie d'essayer. Mais il y a beaucoup de jeux de rôle solo qui se sont développés récemment. Il y a Colossal aussi. Oui. J'ai un ami qui joue à Lignée Royale. Qui fait des live Twitch. Même éditeur. Et là où tu inventes ta lignée, donc tu crées des personnages et tout. Tu fais ton arbre généalogique. Voilà, et ça a l'air très drôle. Moi, je l'ai aussi, je l'ai acheté, mais j'y ai pas encore joué. Non, Chicago's Kitchen, pardon. Chicken Run, c'est autre chose. Mais tu vois, il y avait une idée quand même de cuisine, de nourriture là-dedans. Tout à fait. Ouais, non, et celui où on fait la radio, là, vraiment, j'ai envie de le faire. Bon. Et j'avais fait dans le journaling, il y en a un qui est très cool, qui est dispo sur le net. C'est celui d'Alex Roberts où tu choisis un petit animal qui est ton petit avatar. Et l'idée, et tu racontes des choses positives de ta journée vues sous l'angle de ton petit. C'est My Precious Little Animal ou un truc comme ça, le titre. Voilà. Ok. Très bien. Ouais, très bien. Et puis après. Ça existe aussi dans du jeu à deux, avec un jeu auquel tu as joué et qu'il faut que j'essaye, c'est celui où on joue des extraterrestres. Qui Or Time on Earth, qui est un jeu épistolaire à deux, c'est ça. Voilà. Et du coup, qui est de Alex Roberts aussi, et qui est assez fou. Ouais. Et donc voilà. Mais les Fondations de l'Imaginaire, là, cette petite maison d'édition, ils font que du JDR solo ou pour deux. Et Lignée Royale en fait partie. Voilà, ils ont toute une gamme qui est plutôt cool, pas très cher en plus, on est entre 10 et 20 euros la plupart de leurs bouquins. C'est vraiment, vraiment top. Ok. Moi je vais finir en parlant des jeux dans lesquels il n'y a pas de MJ et souvent pas de dés d'ailleurs. Alors en fait, je vais commencer par parler d'une game designeuse canadienne qui s'appelle Avery Alder, qui est une femme extraordinaire. Vraiment, allez regarder ce qu'elle fait. Alors il y a très peu. Là, est sorti d'elle chez Lapin Marteau la deuxième édition de Monster Earth, qui est un jeu pour le coup avec MJ, qui est un système de PBTA mais déjà hacké, dans lequel on va jouer en gros des adolescents
un peu à la Buffy, avec mais des adolescents un peu monstrueux. On va pouvoir faire une sorcière, un fantôme, on va retrouver les archétypes, le loup-garou, le vampire, etc. Mais Abrialder, elle est aussi très connue pour un jeu, alors je l'ai apporté, hop, je vais essayer, qui s'appelle... donc là il y a 2 jeux en fait dedans, mais elle a fait Dream Askew, enfin il y a Dream Askew et Dream Apart. Donc elle c'est la designeuse de Dream Askew. Dans Dream Askew en fait on joue dans un monde post-apo dans lequel on doit recréer, c'est des personnes assez marginalisées qui vont devoir recréer des communautés, parce que Abrialder c'est une game designeuse qui a un propos vraiment politique, hein. Elle a vraiment cette idée de recréer des communautés de personnes qui étaient peut-être marginalisées dans le monde normal qu'on connaît, et qui vont pouvoir recréer des nouvelles communautés en les rendant plus saines. C'est des jeux qui favorisent beaucoup la bienveillance. On va jouer avec des systèmes de jetons, c'est-à-dire que quand on fait des actions de base on peut toujours les faire, mais si je fais quelque chose qui me met en danger pour réussir une action, et je vais gagner un jeton. Je peux aider les autres en donnant des jetons. Je peux aider les autres si j'aide les autres pour réaliser leurs actions, je gagnerai également des jetons. Donc c'est vraiment des jeux dans lesquels la mécanique sous-entend la bienveillance. Elle a vraiment. Je vous incite à aller regarder son site internet, tout son travail, ses interviews. Elle est passionnante. Il y a également dans le même lignée de game design, il y a le travail de Melville, donc là je sais pas, je te le donne, qui a fait aussi Bois dormant, dans lequel on joue. Alors c'est très drôle parce que c'est un jeu qu'elle avait commencé à écrire, Melville, avant la pandémie, et c'est un jeu dans lequel il y a une ville qui est frappée tous les habitants sont frappés en fait de narcolepsie. Enfin, ils s'endorment tous. Voilà. Et reste quelques personnes qui ne sont pas malades et qui doivent prendre soin de ceux qui dorment. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de recréer des communautés, et pas l'idée qu'on va être dans un monde à la Mad Max violent. Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est de dire comment on réinvente la fin du monde, ou qui serait plutôt une fin du monde où on peut finalement créer peut-être un monde meilleur finalement. Elle a fait aussi l'Insurrection, dans lequel on va jouer là sur un contexte d'insurrection politique, vraiment très affirmé. Et elle propose sur je crois que c'est sur Itch.io, une tétralogie des couleurs de l'amitié qui est incroyable, où on va jouer, il y a correspondent chacun des saisons, et on peut jouer une qui est orientée sur la thématique du deuil, une sur la parentalité, une sur un groupe d'amis qui fait un voyage en van, un autre sur un groupe d'adolescents qui est pendant un été, qui est dans un camp de vacances, et on va explorer. C'est que de l'exploration de relations interpersonnelles. Il n'y a bien sûr, il n'y a rien d'écrit, c'est des jeux sans préparation, où on va vraiment dans l'improvisation, mais on a quand même ce n'est pas de l'impro pure, puisqu'on a quand même une mécanique, et on a des choses qui vont aider sous forme de questions. Voilà. Et enfin, je parle de Milouche, qui a fait la Grive Noire. Je te le donne. Là, on joue même plus des PJ, on va jouer des éléments du décor. C'est-à-dire que c'est vraiment très bien. Moi, j'ai joué cet été. On n'était pas forcément... c'est pas forcément évident au tout début où tu te lances. Ça fonctionne super bien. Par exemple, alors c'est très empreint d'un folklore ou d'une ruralité dans l'imaginaire plutôt début du 20e, fin du 19e. Et par exemple, tu vas jouer, nous on avait joué dans un village, il y en avait un qui incarnait l'arbre qui était au centre du village, l'autre qui allait jouer, moi je jouais par exemple, j'avais choisi comme contexte de proposer, c'était tout ce qui était les fêtes du village, en fait, la vie collective du village, par exemple la fête du village, etc., ce genre de choses. Ça marche très, très bien, et tu construis vraiment une histoire super intéressante et super riche. Et le fait de ne pas être attaché à un personnage, ça te fait aussi aborder les choses très différemment dans la narration. Mais il y en a plein d'autres, des jeux comme ça. On aurait pu parler de Force Story pour la reine, de Alex Roberts, mais que je mettrais peut-être plus du côté du jeu de société. On est dans le jeu, mais Alex Roberts, elle a regardé aussi ce qu'elle fait. Un peu comme Alice is Missing, on est dans une espèce de jeu passerelle entre le jeu de rôle. Mais Alex Roberts, ce qu'elle fait en tant que game designer, elle est canadienne, elle également, c'est hyper intéressant. Donc voilà, et c'est aussi pour mettre l'accent sur le fait qu'on peut jouer à du jeu de rôle de façon très différente. Enfin là, on voyait qu'on avait fait une palette entre Donjons et Dragons. Et des jeux sans MJ, sans dés, sans personnage, sans meneuse, sans préparation, sans scénario, comme quoi en fait tout est possible dans le jeu de rôle. Exactement. Et donc il en existe encore une foule. J'aurais pu en citer encore plein. Incroyable, avec aussi bien de l'univers de la pop culture comme Alien, comme Blade Runner, Alien, etc., qui est très bien aussi. Qui est très bien, qui utilise un système qui est super bien.
ou d'autres choses plus adaptées pour les enfants, ou des avec jeux plus historiques aussi, Donjons et Chatons, oui, ou avec je pense à Trouilleville par exemple, du jeu plus historique. J'ai des jeux où on va plus accéder plus accès diplomatie comme Château Falkenstein par exemple. Tout à fait. Et voilà, et je peux faire mon dernier appel ou pas? Bien sûr, fais ton dernier voilà, appel. Alors je le dis, je rêve de jouer à 7ème mer, je n'y ai jamais joué. Donc si quelqu'un veut faire un groupe de 7ème mer et me proposer, je suis absolument partante. C'est un de mes rêves de jouer à 7ème mer. Parfait. Ok. Je pense que ce sera entendu parce que je dois avoir... Enfin, j'ai des meneurs de jeux qui m'ont acheté du 7ème mer. Donc... Parce que moi, il se trouve que quand même, j'ai tous les livres de la dernière édition. Ouais. Mais je sais pas pourquoi je voudrais y jouer avant d'être MJ. Avant de mener une partie. Voilà. Ok, très bien. C'est mon petit appel. J'arrête pour ma liste de demandes personnelles. C'est très bien. Il faut demander parce que sinon, c'est pas comme si ton planning était déjà en plus overbooké. Non, je peux rien à faire en ce moment. Bien. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour. On a fait un bon tour. Merci beaucoup, Polygara. Merci. Et puis, on se retrouve en 2025. 2025. Ouais. On va repartir sur du jeu de société. Ok. Avec des trucs plus classiques, peut-être. Ouais, des trucs oubliables. Des trucs oubliables. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Rémi. Salut. Salut.